quels sont les risques? Et là, je vous invite à regarder, du coup, on parle de marché immobilier, l'épisode de la saison 1 avec Florida Invest, donc David Amsalem, et je vais te poser les mêmes questions. Moi, souvent, comme je reçois, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour que je propose leurs solutions d'investissement, crypto ou pas crypto, immobilière ou financière ou autre, ou même dans le vin, des produits comme ça. La question que j'ai posée à David Amsalem, et c'est absolument pas un tacle, c'est aujourd'hui, quel est le rendement que tu te donnes et pourquoi des épargnants français iraient investir dans un marché qui, toi, te semble clair parce que tu le maîtrises depuis 30 ans, mais tu peux comprendre pourquoi un dentiste qui habite Mont-de-Marsan dans les Landes et à Dessin, je prends cet exemple parce que c'est mon père, pourquoi il irait acheter de l'immobilier, tu vas nous dire dans quelle ville, Détroit, Miami, Austin, voilà. Alors, déjà, je ne sais pas si c'est stratégique, judicieux pour un investisseur français par rapport à un investisseur autre d'un autre pays. Je ne fais aucune appréciation dessus, je ne fais pas de sollicitation en France. J'explique ce que nous, on propose. Ce qu'on propose, c'est vraiment un investissement dans des immobiliers, dans des domaines que l'on connaît, Rémi et moi. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît d'abord le résidentiel. On ne fait pas de commercial, du moins pas pour l'instant. Et il y a des villes dans lesquelles on a une certaine spécialité. Je devrais dire spécialisation. Je crois que c'est le bon mot. Notamment, on connaît très bien Montréal, puisqu'on est de là-bas. On connaît très bien Miami. On connaît très bien Détroit et ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire des villes qui avant étaient, pendant l'époque industrielle, comme Détroit, justement, en plein boom. Les voitures, exactement, Cleveland en faisant partie. Notre niche particulière, c'est ce qu'on appelle les sections 8, c'est-à-dire les revenus subventionnés, les loyers subventionnés. Des gens qui ont des revenus modiques et dont le loyer est subventionné par l'État. L'équivalent des logements HLM en France? Je pense. Mais je suppose qu'en France, ce sont les immeubles eux-mêmes qui sont HLM. Oui. Aux États-Unis, il y a l'équivalent. Mais il y a aussi la norme section 8 qui est la personne elle-même a un ticket. Et elle peut aller dans un logement qui simplement doit respecter certaines normes de qualité et de sécurité. Et après, aménager dedans et dire simplement mon loyer subventionné. Et qui te verse dans ce cas-là le loyer? C'est le gouvernement. Directement. Et question bête, le gouvernement est bon payeur parce qu'en France, les pouvoirs publics, quand tu es prestataire de service pour les pouvoirs publics, tu t'aperçois que c'est les pires payeurs qui existent. Je ne le savais pas. Aux États-Unis, on n'est pas... Alors, est-ce qu'on est prestataire de service pour les trucs? Non, on est juste... Non, mais voilà. Mais voilà, on a pris un logement. On dit simplement, on l'a mis aux normes. Ils sont bons payeurs, ils ne font pas galérer à... Jamais. 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 Jamais, pas une seule fois, ils payent dans les temps, dans les trucs. Quand il y a un changement de locataire, il y a un vacillement, une balance à faire de 3 mois, le temps que la PAPME rattrape tout, et c'est tout. Tout est rattrapé, il n'y a jamais eu de défaut, et je pense que le gouvernement américain ne voudra jamais faire défaut dessus. D'accord. Et est-ce que du coup, en section 8, ils te subventionnent pour des travaux ou pas du tout? C'est à toi? Non. C'est à toi Absolument. Ils subventionnent les loyers. Les loyers. C'est-à-dire qu'ils ne me subventionnent pas, ils ne subventionnent pas la compagnie propriétaire. Ils subventionnent le locataire. D'accord. C'est pas pareil. Okay. Ils payent le loyer du locataire qui a des revenus modiques. Rien à voir avec le propriétaire du bien immobilier qui, lui, doit respecter des normes. Donc, il doit s'assurer que les rénovations sont maintenues. Il doit au contraire s'assurer que les dépenses sont faites. Sinon, il perd le droit d'avoir des locataires en section 8. D'accord. Okay. Et ça, c'est une niche, une spécialisation qu'on a. On ne fait pas que des logements, que des loyers en section 8. On ne fait pas que ça. Ça te permet de sécuriser dans ton portefeuille les loyers, ton risque locatif. Alors, ça permet de sécuriser le risque des paiements de loyer. Ça ne veut pas dire que le revenu net est garanti. Je m'explique. Pendant la crise Covid, il y a eu beaucoup, pour la première fois aux États-Unis d'ailleurs, beaucoup de résidentiels qui n'ont pas payé. D'accord. Beaucoup.
Et on ne pouvait pas vraiment faire d'éviction pendant la crise parce qu'il y a eu justement cet interdit du gouvernement fédéral. Mais c'était, comment dire, limite une stratégie de ces personnes-là ou c'est vraiment des personnes qui ont perdu leur travail, qui sont devenues insolvables? Ok. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Il y a eu des abus et il y a eu des gens qui étaient sincères. Il y a eu les deux. Je pense que c'était partout pareil. Seulement, nous, on continue à percevoir nos sections 8, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est le phénomène qui s'est créé, c'est que beaucoup de gens ont dit, alors qu'avant, ils regardaient cette niche avec un peu de snobisme et de dédain, peut-être, ils se sont dit, mais c'est génial, on va y aller. Et ils ont acheté n'importe quoi, n'importe comment. C'est un métier, c'est une spécialisation. Parce que oui, les revenus sont garantis par le gouvernement, d'accord. Mais il y a toutes les normes à respecter, il y a toutes les rénovations à faire, il y a toutes les vérifications à faire régulièrement. Et ça coûte beaucoup d'argent.